L'Agence de la santé publique du Canada s'associe à Canvax pour produire des vidéos, des ressources pédagogiques pour les fournisseurs de soins de santé sur les vaccins et la confiance à l'égard des vaccins. Nous apprécions vos commentaires et utilisons les informations recueillies pour nous informer sur les produits futurs. Après avoir visionné cette vidéo, veuillez prendre 2 minutes pour remplir le sondage d'évaluation. Le lien se trouve dans la description sur YouTube et sur la page web de canvax.ca. Passons à la présentation d'aujourd'hui. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Dr. Isabelle Bouquaran, obstétricienne gynécologue, spécialiste en médecine materno-fétale et en maladies infectieuses. Professeure agrégée de clinique avec l'Université de Montréal, Dr. Bouquaran est aussi membre du comité des maladies infectieuses de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. À vous, Dr. Bouquaran. Bonjour, merci de cette invitation. À noter que j'ai reçu des fonds de recherche et que je collabore à des essais cliniques, mais qui ne sont pas en lien avec la COVID pendant la grossesse. Les objectifs de la présentation d'aujourd'hui sont de déterminer les risques associés à l'infection par le SARS-CoV-2 pendant la grossesse et expliquer l'innocuité et l'efficacité des vaccins à ARN messager pendant la grossesse et l'allaitement chez les personnes qui envisagent une grossesse. Donc, la première partie commence sur les données qui décrivent la vulnérabilité unique des femmes enceintes infectées par le SARS-CoV-2. Je vous présente ici les données les plus complètes disponibles à ce jour sur les cas de COVID chez les femmes enceintes au Canada. Elles ne sont pas encore publiées au moment de l'enregistrement de ce webinaire. CanCoviPreg est un projet de surveillance nationale qui recueille des informations étendues sur les personnes enceintes infectées et leurs nouveau-nés. Plus de 10 000 cas de COVID-19 chez des personnes enceintes ont été répertoriés par CanCoviPreg en date de janvier dernier. Cependant, il n'y a pratiquement pas de données sur le Saskatchewan et les rapports du Québec ont pris fin en décembre 2020. De plus récemment, des changements d'admissibilité aux tests de dépistage dans les provinces et territoires ont eu un impact sur le taux de détection. Néanmoins, vous constaterez que les tendances observées dans ce CanCoviPreg reflètent les tendances observées à l'échelle internationale. Donc, CanCoviPreg a recueilli des données sur les cas de SARS-CoV-2 chez les femmes enceintes auprès des agences de santé publique et de bases de données provinciales. Leur 5e rapport non publié démontre les données entre mars 2020 et septembre 2021 sur près de 7000 cas. Les données d'hospitalisation, elles, sont disponibles sur environ 4700 personnes et parmi elles, 7% ont été hospitalisées et 2,3% ont été admises aux soins intensifs. Aucune de ces femmes n'avait complété une série de vaccinations, c'est-à-dire n'avait reçu au moins 2 doses. Donc, les données de CanCoviPreg démontrent que par rapport à leurs homologues non enceintes, les personnes enceintes infectées par le SARS-CoV-2 ont 2 fois plus de risque d'être hospitalisées et 6 fois plus de risque d'être admises dans une unité de soins intensifs. On pense que ce risque accru de complications est dû à des changements physiologiques et immunologiques qui se produisent pendant la grossesse et qui augmentent la susceptibilité à des formes graves d'infection. On connaît déjà ce genre de tendance avec d'autres maladies infectieuses pulmonaires comme la grippe. Le fait d'être âgé de plus de 35 ans, d'être hypertendu et d'avoir un indice de masse corporelle élevé sont des facteurs de risque de COVID sévère dans les données de CanCoviPreg. Le facteur de risque le plus important reste l'âge gestationnel et en particulier le 3e trimestre. Sur le côté droit de cette figure, vous pouvez voir que le taux d'admission des nourrissons aux soins intensifs de 15% est supérieur aux données attendues dans la population générale et le taux de prématurité est aussi supérieur à 11,5%. Une vaste revue systématique vivante ou actualisée portant sur 65 000 personnes enceintes jusqu'en octobre 2020 a identifié des facteurs de risque similaires à ceux trouvés dans les données canadiennes. Donc, vous voyez que ces facteurs comprennent le diabète, l'hypertension chronique, l'âge maternel avancé et des comorbidités préexistantes. Et vous pouvez noter que l'indice de masse corporelle est le facteur de risque le plus important dans cette revue systématique. Cette revue systématique a aussi démontré un risque plus élevé de ventilation invasive, d'admission aux soins intensifs et d'ECMO chez les femmes enceintes infectées par le SARS-CoV-2
comparément aux personnes infectées non enceintes. Encore une autre méta-analyse, cette fois-ci publiée dans le CMAG en 2021. Elle rassemble des données provenant d'environ 440 000 personnes enceintes. Et ces données démontrent un risque accru de prééclampsie, de naissance prématurée, de morti-naissance, d'admission aux soins intensifs néonataux et d'admission aux soins intensifs pour la personne enceinte chez les femmes infectées par le SARS-CoV-2 pendant la grossesse par rapport à celles qui ne sont pas infectées. Cette méta-analyse a également examiné les études comparant les issues des cas de COVID sévère et de COVID légère, toujours chez les personnes enceintes. Bien que nous ne pouvons pas établir de lien de causalité, la COVID sévère semblait associer un risque plus important de faible poids de naissance, d'accouchement par césarienne, d'admission aux soins intensifs pour le nouveau-né, de prééclampsie et de naissance prématurée. Un certain nombre de mécanismes physiopathologiques ont été proposés pour expliquer ces relations. Dans le cas de la prééclampsie, les effets vasculaires du SARS-CoV-2 pourraient avoir un mécanisme commun avec un dysfonctionnement endothélial systémique qui est lui connu pour la prééclampsie. Il y a aussi des chercheurs qui ont fait remarquer que l'infection par le SARS-CoV-2 peut provoquer une réponse systémique inflammatoire exagérée qui pourrait être impliquée dans la pathogenèse des naissances prématurées et être aussi un environnement sous-optimal pour la croissance et le développement du fœtus. On a aussi noté au niveau des analyses placentaires des éléments de malperfusion qui pourraient contribuer au retard de croissance, à la mortinatalité et à la naissance prématurée en cas d'infection par le SARS-CoV-2. En résumé, pour cette première partie, on peut dire que le fardeau de l'infection à la COVID pendant la grossesse au Canada est difficile à évaluer, mais nous disposons quand même des données d'un projet de recherche national CanCovid-PrEG. La grossesse augmente le risque d'issue grave de la COVID-19, notamment l'admission aux soins intensifs et la ventilation mécanique, ainsi que le risque d'ECMO chez la personne enceinte. Les facteurs de risque d'une forme grave de la COVID pendant la grossesse sont des facteurs de risque communs, notamment l'obésité. Les personnes enceintes doivent donc être informées de ces facteurs de risque pour qu'elles comprennent bien leurs propres risques et puissent l'évaluer correctement. La COVID-19 pendant la grossesse est associée à des issues de grossesse défavorables, notamment la prééclampsie, la naissance prématurée et la morti-naissance. Et ce risque est d'autant plus important dans les formes graves de COVID. Nous allons maintenant passer à l'immunogénicité, l'efficacité et l'innocuité des vaccins à ARN messager. On va se focaliser sur ces vaccins à ARN messager car ce sont eux qui sont recommandés de préférence chez les personnes enceintes ou allaitantes par le Comité consultatif national sur l'immunisation. Il semble que les personnes enceintes au Canada soient moins susceptibles d'être vaccinées pendant leur grossesse que leurs homologues non enceintes. Ce phénomène reste difficile à évaluer, notamment parce qu'une fois qu'une personne est enceinte, nos outils de surveillance restent limités pour faire la distinction entre une personne qui a été vaccinée pendant sa grossesse et une personne qui a été vaccinée avant sa grossesse. Selon des données ontariennes, alors qu'au début de la campagne de vaccination, les estimations étaient plutôt faibles pour le taux de vaccination chez les personnes enceintes, autour de 5%, nous constatons maintenant qu'autour de 3/4 des personnes enceintes ont reçu au moins 2 doses. En comparaison, dans la population des femmes de 18 à 39 ans au Canada, environ 87% ont reçu au moins 2 doses de vaccin. Passons maintenant à la façon dont nous évaluons l'immunogénicité et l'efficacité du vaccin chez les personnes enceintes. Comme il est d'usage, les femmes enceintes étaient exclues des essais cliniques. Les données que nous allons présenter sont donc tirées de recherches qui ont été effectuées après la mise sur le marché des vaccins contre la COVID-19. Il y a eu des études de cohortes prospectives et rétrospectives qui ont évalué l'immunogénicité in vitro en examinant les titres d'anticorps et la réponse immunitaire des cellules T dans le sérum de participants, ainsi que via des essais de neutralisation pour quantifier les anticorps neutralisants. Il y a aussi des études sur l'efficacité réelle des vaccins. Les modèles les plus utilisés sont des modèles avec des contrôles négatifs, qui sont la norme pour les études d'efficacité sur la vaccination pour les maladies respiratoires.
Ce qui est devenu clair au fur et à mesure que les preuves se sont accumulées au cours de la pandémie, c'est que les vaccins à ARN messager contre la COVID-19 fonctionnent aussi bien chez les personnes enceintes que chez les personnes non enceintes. Ils induisent à la fois une immunité humorale et cellulaire. Et comme c'est le cas pour les femmes non enceintes, les titres d'anticorps sont plus élevés chez les personnes vaccinées que chez les personnes qui ont été infectées par le SARS-CoV-2. Nous avons des données montrant que les vaccins à ARN messager sont vraiment très efficaces pour prévenir l'infection, qu'elle soit documentée ou symptomatique, et l'hospitalisation chez les personnes enceintes. Le niveau d'efficacité est comparable à celui de la population générale, et à l'heure actuelle, il n'y a aucune raison de penser que les personnes enceintes réagissent de façon différente aux doses de rappel que les personnes non enceintes. Cependant, nous n'avons pas encore de données sur ce point-là, et notamment pas encore de données sur la dernière souche Omicron. Ce que nous savons, c'est que l'efficacité du vaccin dans la population générale est plus faible pour le variant Omicron que pour les autres souches de SARS-CoV-2 pour prévenir l'infection. Par contre, la vaccination demeure efficace pour protéger contre la maladie grave et contre l'hospitalisation, en particulier après une dose de rappel. Une étude réalisée par Collier et Hall a comparé le taux d'anticorps neutralisants chez les personnes enceintes et dans le sang de cordon ombilical contre les variants alpha et bêta. Ils ont constaté que la réponse immunitaire humorale, donc le taux d'anticorps, était réduit contre le variant bêta par rapport au variant alpha. Par contre, l'immunité cellulaire semblait préservée. Les futurs parents se demandent souvent quel est le bon moment pour se faire vacciner pendant la grossesse et si le fait de se faire vacciner plus tard ou plus proche de la naissance offre une meilleure protection pour le nouveau-né. En fait, de manière générale, et notamment cela a été démontré pour la coqueluche et pour la grippe, il est prouvé que la concentration d'anticorps traversant le placenta augmente avec le temps écoulé depuis la vaccination à partir du 2e trimestre. Ainsi, plus la femme enceinte est vaccinée tôt, plus la quantité d'anticorps traversant le placenta est importante. Les recherches qui ont été menées sur la vaccination contre le SARS-CoV-2 pendant la grossesse et présentées ici vont tout à fait dans le même sens. Dans cette figure, on peut voir en abscisse le temps écoulé depuis la 2e dose de vaccin en semaine et en ordonnée le taux de transfert placentaire qui est le rapport entre la concentration d'anticorps dans le sang de cordon et la concentration d'anticorps dans le sérum maternel. On peut voir qu'il y a une corrélation positive et que plus le temps passe, plus la concentration et le taux de transfert augmentent dans le cordon. Nous avons ainsi de bonnes preuves que les anticorps traversent le placenta, alors que les composants du vaccin, eux, ne le traversent pas. Nous disposons de données préliminaires suggérant que l'administration d'au moins 2 doses de vaccin pendant la grossesse contribue ainsi à protéger les nourrissons de 6 mois et moins contre une hospitalisation due à la COVID-19. En effet, il y a une étude qui vient d'être publiée le 15 février 2022 dans le Morbidity and Mortality Weekly Report des CDC. Elle rapporte une efficacité de 61% avec un intervalle de confiance entre 31 et 78% pour prévenir l'hospitalisation liée à la COVID chez les nourrissons de moins de 6 mois suite à la vaccination pendant la grossesse. Et on peut penser que cette estimation est même sous-estimée parce qu'elle ne prend pas en compte le variant Omicron qui semble être lié à un plus grand risque d'hospitalisation chez les nouveau-nés et qu'elle ne prend pas en compte non plus une 3e dose reçue pendant la grossesse qui pourrait conférer une protection encore supplémentaire pour le nourrisson. Les preuves démontrant le transfert des anticorps induits par le vaccin dans le lait maternel s'accumulent. Vous rencontrerez peut-être des patients qui croient que le lait maternel pourrait conférer une meilleure protection que la vaccination pendant la grossesse et donc le transfert placentaire. Mais en vérité, il est peu probable que l'allaitement confère une meilleure protection compte tenu des principes de l'immunisation passive, c'est-à-dire du passage d'anticorps dans le sang de cordon et de la persistance de ces anticorps pendant plusieurs mois après la naissance. À l'heure actuelle, il y a des évidences que les anticorps après vaccination passent dans le lait maternel, mais le degré de protection conféré par ces anticorps n'est pas connu. Par contre, l'un des avantages de l'allaitement, c'est les propriétés du lait maternel antiviral inhérentes au lait. Et aussi, il faut noter que si les anticorps traversent le lait, il n'y a pas de données démontrant que le virus lui-même va passer dans le lait, ni que des particules du vaccin lui-même vont passer dans le lait.
Pour résumer, nous avons inclus ici quelques points clés qui peuvent vous aider lorsque vous soulignez l'importance de la vaccination auprès de vos patientes qui sont enceintes ou qui prévoient de le devenir. Donc, la plupart des issues défavorables survenant chez des personnes enceintes en raison d'une infection par la COVID-19 touchent celles qui n'ont pas été vaccinées ou qui n'ont été que partiellement vaccinées contre la COVID-19. Dans le dernier rapport de Cancovipreg, encore pas publié, il y avait 328 personnes enceintes qui avaient été hospitalisées à cause de la COVID-19 et aucune n'était complètement vaccinée. Des organismes consultatifs clés, notamment le Comité consultatif national sur l'immunisation, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada et l'OMS, recommandent toute l'immunisation avec les vaccins contre la COVID à tout moment de la grossesse, c'est-à-dire quel que soit l'âge gestationnel. Cela inclut les doses de rappel, car comme les femmes enceintes sont plus à risque de COVID sévère, c'est une indication de recevoir une 3e dose. Nos principaux points à retenir concernant l'efficacité des vaccins sont énumérés ici. L'immunogénicité et l'efficacité des vaccins sont similaires pour les personnes enceintes et les personnes non enceintes. Des études ont eu lieu, mais avant qu'Omicron ne soit la souche dominante. Dans la population générale, on a vu que l'efficacité de la vaccination contre l'infection par le variant Omicron est plus faible, mais la protection contre les formes graves de la maladie reste forte. Et c'est ce qu'on attend pour les femmes enceintes aussi. Les anticorps passent à travers le placenta, ce qui confère une protection au nouveau-né. Il y a aussi un passage dans le lait maternel après la vaccination, mais le degré de protection reste inconnu. La vaccination semble donc offrir une protection élevée contre l'hospitalisation pour les personnes enceintes et les doses de rappel sont importantes pour accroître la protection contre l'infection et contre les formes graves de la maladie. Je vais maintenant passer aux données sur l'innocuité des vaccins pour les personnes enceintes et celles qui allaitent. Il existe au Canada un solide système établissant l'innocuité des vaccins qui touche plusieurs secteurs différents, de la recherche au développement à la surveillance après la mise sur le marché, aussi appelé système de surveillance post-commercialisation. Cette infographie donne un aperçu du système en décrivant 6 composantes majeures. Cependant, l'histoire est un petit peu différente et ne s'arrête pas là pour les populations enceintes. Comme je vais le présenter dans les prochaines diapos, on va passer en revue étape par étape chacune des 6 composantes de cette infographie. Le premier élément est donc le développement des vaccins. Elles sont basées sur une évaluation approfondie de l'innocuité et de l'efficacité qui ont lieu dans le cadre d'études cliniques et précliniques avant que le produit soit mis sur le marché et donc approuvé au Canada. En 2020, lorsque les entreprises se sont lancées dans une course pour mettre au point leur vaccin contre le SARS-CoV-2, l'idée des essais de phase 1, 2, 3 est devenue plus généralement connue du grand public. En règle générale, ces séries d'essais cliniques excluent les personnes enceintes et ça a été le cas, encore une fois, pour ce qui est des vaccins contre le SARS-CoV-2. Malgré tout, quelques femmes sont tombées enceintes de façon inattendue, ce qui permet de disposer de premiers éléments de preuve d'innocuité. Il y a aussi des études spécifiques chez les animaux qui permettent d'évaluer l'effet des vaccins sur le développement embryonnaire et la reproduction. Jusqu'à présent, aucune préoccupation n'a été identifiée chez les animaux vaccinés avant ou pendant la gestation pour l'un des vaccins COVID-19 approuvés au Canada. Pour ce qui est de la deuxième composante, les essais et l'approbation, Santé Canada procède à des examens approfondis des données précliniques et cliniques afin de déterminer si un produit répond aux normes d'innocuité, d'efficacité et de qualité. Santé Canada dispose d'équipes spécialisées qui vont faire cette évaluation. Ils ont même leurs propres chercheurs qui peuvent mettre en place des tests d'immunogénicité pour vérifier les données. Les monographies du produit sont un document juridique et elles sont souvent formatées de façon assez typique pour ce qui est de la section concernant la grossesse, comme présenté ici. Cela ne doit pas forcément décourager d'utiliser les vaccins pendant la grossesse et à ce stade, les fournisseurs de soins de santé périnatale peuvent recevoir davantage de directives de la part d'autres organismes chargés de fournir des recommandations propres aux personnes enceintes, notamment la SOGC ou le Comité consultatif national de l'immunisation. Donc, le CCNI joue un rôle majeur dans la formulation des recommandations sur l'administration de vaccins aux personnes enceintes et qui allaitent.
Dans le cas du Covid-19, il est apparu très tôt que le risque d'infection l'emportait sur le profil d'effets indésirables connu des vaccins et sur un risque théorique de la vaccination. Lorsque les vaccins ont été approuvés pour la première fois en décembre 2020, les directives du CCNI utilisaient un langage qui indiquait que le vaccin peut être proposé. Ce langage a été modifié en mai 2021 pour une recommandation plus affirmative qui dit qu'un vaccin ARN messager devrait être proposé de préférence aux personnes appartenant au groupe d'âge autorisé qui sont enceintes ou qui planifient une grossesse. Les provinces et les territoires tiennent compte de ces recommandations du CCNI dans la planification du déploiement des vaccins et décident où et quand le vaccin sera disponible. Les prestataires de soins de santé sont tenus de respecter les directives du CCNI en cette matière pour établir leurs normes de soins. Nous arrivons maintenant à la 6e composante de la surveillance de l'innocuité des vaccins. Comme vous pouvez l'imaginer, la taille des essais cliniques est limitée. Les plus grands essais cliniques vont enrôler des dizaines de milliers de personnes d'individus, mais en très peu de temps. Après la mise sur le marché du vaccin, la surveillance post-commercialisation permet de détecter des événements qui seraient rares et donc trop rares pour être détectés avec ces premiers essais cliniques. L'autre point fort de la surveillance de l'innocuité après la mise sur le marché, c'est la capacité de détecter des événements qui pourraient se produire sur une plus longue période et à plus à distance par rapport au moment de la vaccination ou dans des populations qui n'étaient pas incluses dans les essais cliniques préalables, comme la population des personnes enceintes. La surveillance après la mise sur le marché peut être effectuée de différentes façons. Il existe des systèmes de surveillance passive et aussi des systèmes de surveillance plus actifs, donc dans lesquels il y a des recueils de données issus de dossiers médicaux. Il y a aussi de nombreux registres de grossesse et des études de recherche. Compte tenu de toutes ces sources de preuves écrites et de centaines de milliers de personnes enceintes vaccinées à travers le monde au cours de l'année dernière, nous disposons maintenant de données probantes solides concernant l'innocuité. L'ensemble de ces données a montré de façon constante que les vaccins ARN messagers contre la COVID-19 ne provoquent pas de complications de grossesse et n'ont pas d'effet négatif via l'allaitement. Lorsque vous conseillez à vos patients sur la vaccination, vous devez donc leur dire qu'ils peuvent s'attendre au même risque d'effets secondaires que les personnes non enceintes, notamment les douleurs au point d'injection, les maux de tête, les rougeurs ou enflures, les douleurs musculaires et les frissons. Ces effets secondaires s'atténuent généralement en quelques jours après la vaccination et sont vraiment bénins. Plusieurs études d'envergure ont été publiées pour étayer les affirmations sur l'innocuité des vaccins chez les personnes enceintes ou allaitantes. L'Agence européenne des médicaments, en janvier 2022, a détaillé des données portant sur 65 000 grossesses à différents stades et elle n'a constaté aucun risque accru de complications de grossesse, qu'il soit de fausse couche, de naissance prématurée ou d'effets indésirables sur le fœtus. Le CDC, elles, ont publié des études via leurs données de VSafe, un outil qui utilise des SMS et des enquêtes en ligne pour collecter des données sur la santé après l'administration du vaccin contre la COVID. Au 14 février 2022, plus de 200 000 participantes ont indiqué qu'elles étaient enceintes au moment où elles ont reçu le vaccin COVID-19 et plus de 16 000 se sont inscrites dans leur registre qui permet de suivre les issues de grossesse. Ce registre interroge les participantes à chaque trimestre après l'accouchement et pendant la petite enfance. Il examine les issues de grossesse, donc encore une fois les fausses couches, les morti-naissances, les complications de grossesse comme la prééclampsie et le diabète gestationnel, les problèmes chez le nouveau-né, les retards de croissance, les accouchements prématurés, ainsi que les malformations congénitales. À date, le CDC ont fourni un aperçu de leurs résultats en septembre dernier sur plus de 35 000 grossesses et les données étaient encore une fois très rassurantes. Les CDC ont d'autres données publiées en juillet 2020 par le Vaccine Safety Data Link qui examinait les données de 40 000 grossesses. Les CDC ont un certain nombre d'autres activités de surveillance post-commercialisation par le biais de leur système de notification des événements indésirables liés au vaccin, appelé PAERS. Ils ont également un projet d'évaluation de l'innocuité de la vaccination clinique et une étude sur les anomalies congénitales pour évaluer les expositions pendant la grossesse.
Enfin, le Royaume-Uni a également publié des données sur environ 18 000 grossesses en utilisant des données administratives de santé, avec des témoins non vaccinés directement comparables. Il y a aussi des dizaines d'études cas témoins et de cohortes provenant de pays très variés qui contribuent à ces preuves. Toutes ces études, qu'elles soient de grande ou de petite taille et quel que soit leur devis, n'ont pas identifié d'augmentation d'événements indésirables liés à la grossesse et à la vaccination par rapport au taux de base attendu à n'importe quel moment de la grossesse. Les réactions locales et systémiques ont été examinées, ainsi qu'un large éventail de complications de grossesse, de fausses couches et d'issue néonatale. Il existe une base de données de plus en plus importante documentant l'innocuité des vaccins à ARN messager contre la COVID chez les personnes qui allaitent. Elle n'a identifié à date aucun effet grave sur la production lactée ou sur les nourrissons ou les enfants allaités. Plusieurs études ont aussi été conçues pour rechercher des signaux de nocivité, mais aucun n'a été détecté. Quelques études ont identifié un taux plus élevé d'effets secondaires locaux et systémiques chez les personnes qui allaitaient et suite au vaccin de Moderna par rapport au Pfizer, ce qui reflète ce qui est rapporté dans la population générale. Ces effets restaient mineurs et transitoires. Le lait maternel humain testé à différents moments après la vaccination ne présentait aucun ARN messager détectable provenant des vaccins COVID-19, mais par contre, on retrouvait les anticorps comme présentement expliqué. Vous pouvez avoir des patients qui craignent que la vaccination ait un effet négatif sur la fertilité. Il existe cependant plusieurs études pour les rassurer. Les études précliniques, cliniques et post-marketing ont fourni des preuves émergentes mais cohérentes que les vaccins contre la COVID-19 n'ont aucun impact sur la fertilité. Par exemple, elles ont trouvé aucun effet sur le taux d'hormones antimullériennes qui démontre la réserve ovarienne et aucune réduction des niveaux de sperme. Il y a aussi des études qui ont été menées dans des centres de procréation assistée et qui n'ont constaté aucune différence dans les taux de grossesse, les taux de grossesse extra-utérine, les fausses couches, les grossesses intra-utérines, le nombre de follicules ovariens et le nombre d'embryons fécondés. En revanche, l'infection par le SARS-CoV-2 elle-même peut réduire la fertilité des hommes de façon transitoire et pour une minorité à long terme. Les principales organisations professionnelles et de santé publique s'accordent donc à dire que les liens présumés entre les vaccins et l'infertilité ne sont pas fondés et elles recommandent toute la vaccination pour les personnes enceintes et pour celles qui ont l'intention de le devenir. On s'est aussi inquiété du fait que les vaccins ARN messagers puissent provoquer des irrégularités menstruelles. Les rapports sont pour la plupart anecdotiques et il est difficile de concevoir de bonnes études pour détecter un éventuel signal d'impact du vaccin sur le cycle menstruel. En effet, la plupart des systèmes de surveillance post-commercialisation sont passifs et reposent sur des rapports de prestataires de soins de santé. Et il est peu probable que des femmes aillent consulter pour des irrégularités menstruelles non graves et auto-limitées. De plus, les troubles menstruels sont très courants. Ça peut survenir dans le cadre d'un large éventail d'affections sous-jacentes, comme le stress ou la fatigue. Des cas de ces irrégularités menstruelles ont également été rapportés suite à l'infection par la COVID-19. On ne pense pas actuellement que des modifications légères et transitoires du cycle menstruel soient associées à une baisse de la fertilité. Quelques études basées sur des enquêtes répertoriées sur ce diapo ont tenté d'examiner en détail le lien entre le trouble menstruel et la vaccination contre la COVID-19. Leurs trouvailles sont mineures et de faible signification clinique. La principale a démontré un changement transitoire et subtil, mais statistiquement significatif, de moins d'1 jour de la durée du cycle. Le 10 février, donc il y a quelques jours, le comité d'évaluation des risques de pharmacovigilance de l'Agence européenne des médicaments a annoncé qu'il mettait à jour son évaluation des cas rapportés de saignements menstruels abondants et d'aménorrhée avec les vaccins à ARN messager contre la COVID-19, en procédant à une nouvelle évaluation de toutes les données disponibles, y compris les rapports des systèmes d'identification spontanée, les essais cliniques, la littérature publiée. Il déclare qu'à ce stade, il n'est pas encore clair qu'il existe un lien de causalité entre les vaccins contre la COVID-19 et des perturbations du cycle menstruel. Voici donc nos principales conclusions en matière d'innocuité des vaccins. Les personnes enceintes n'ont pas été incluses dans les essais cliniques. Les études de sécurité et la surveillance post-commercialisation sont donc les principaux moyens d'évaluer l'innocuité pendant la grossesse.
Toutes les études menées à ce jour n'ont révélé aucun problème d'innocuité spécifique à la grossesse ou à l'allaitement. Il n'existe aucune preuve que les vaccins contre la COVID-19 provoquent de la stérilité. Il existe des preuves que la vaccination peut modifier temporairement la durée du cycle menstruel de moins de 1 jour, ce qui n'a pas de signification clinique. Je vous remercie pour votre attention. Ceci conclut notre vidéo sur les vaccins et pendant la grossesse et l'allaitement. Merci au Dr Boukwaran d'avoir partagé son expertise et aux collaborateurs qui ont travaillé sur ce projet avec nous. Cette vidéo est la première d'une série de 2 parties. La deuxième partie sera un webinaire en direct sur la confiance à l'égard des vaccins avant, pendant et après la grossesse. Elle sera aussi enregistrée si vous n'avez pas la chance de vous joindre à nous et sera disponible sur le site web de canvax.ca. Vous pouvez aussi suivre le site canvax.ca pour vous enregistrer à cet événement. Pour rester à jour, abonnez-vous aux mises à jour du Guide canadien d'immunisation et du Comité consultatif national de l'immunisation. Vous voyez ici les instructions pour ce faire. Pour d'autres webinaires, veuillez consulter le site web de canvax.ca ainsi que du Centre national de collaboration des maladies infectieuses. Et finalement, nous aimerions savoir ce que vous avez pensé du webinaire d'aujourd'hui. Veuillez prendre 2 minutes pour remplir un sondage d'évaluation. Encore une fois, le lien se trouve sur la description sur YouTube ainsi que sur le site web de canvax.ca. Nous vous remercions de votre visite aujourd'hui et vous souhaitons une excellente journée. Merci.